Hello tout le monde, bienvenue dans la SP, le podcast qui traite d'un film asiatique chaque semaine. Et aujourd'hui, on part en voyage pour Hong Kong et la Chine en même temps. C'est ça. Et avec cette voix que vous avez reconnue, je suis toujours accompagné de Céline. Donc comment ça va ? Bah ça va très bien, je suis contente d'être là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc, oui, ouais, trop longtemps. Trop longtemps. Il s'est passé une semaine de travail difficile. C'est ça. Et pour fêter le week-end, on va se retrouver pour regarder La Cité Interdite de Zhang Yimou. C'est ça. Petite tradition d'entrée de week-end, en fait, le podcast. Ben oui, finalement, c'est un peu c'est le moment que j'attends le plus, en fait, de ma semaine de travail. Et je me dis, aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi, en général, c'est bonne bouffe en famille. Et après, on finit par un film et le podcast. C'est ça. Et c'est si parfait. on a de la chance, un bon film en plus. Si on a de la chance. Donc, La Cité Interdite. Ouais. Zhang Yimou, encore une fois. Bah voilà. Après Coming Home. Que j'avais énormément aimé. Ouais, j'avais adoré aussi. Donc bien hâte. Bien hâte aussi. La Cité Interdite, je ne l'ai jamais vue. Moi non plus. Et pour le coup, je crois que j'ai dû voir une bande-annonce quand c'est sorti, mais donc en gros, ouais, pareil, ouais. Pour vous donner une idée, ma mémoire est celle de Dory, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai rien retenu. Et donc ouais, je pense que je vais découvrir ça. Je sais pas trop de quoi ça parle, à part forcément de La Cité Interdite. Mais comme j'avais beaucoup aimé Coming Home, je pense que on va pouvoir se régaler avec ça, quoi. C'est clair. Moi, c'était un film, je suis passé complètement à côté. Pourtant, j'avais adoré son précédent film Hero avec Jet Li. Mais je pense que c'est pour ça que je l'ai regardé, parce qu'il y avait Jet Li. Même si dans celui-ci, il y a quand même Chow Yun-fat. Ouais, c'est clair. Un des actionneurs hongkongais, enfin un acteur des actionneurs hongkongais que j'adorais dans les années 90. Mais je suis complètement passé à côté, peut-être parce que film d'époque, peut-être qu'à l'époque c'est pas ce que je recherchais. Moi je recherchais vraiment justement du Jet Li, quoi, ou du Jackie Chan. Donc je l'ai peut-être skippé comme ça, c'était pas voulu, mais pour le coup on va le découvrir aujourd'hui. C'est un film qui est sorti en 2007. Ok. Et il a remporté pas mal d'Oscars. Ok, d'accord. Ouais, dont meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleurs effets spéciaux. Ok. Tout ça en 20 nominations. Ok. Donc je pense que ça va être quand même quelque chose d'assez épique. Ouais. Donc si je comprends bien, par la réalisation, par les jeux d'acteurs et sans doute par la mise en scène. Mais donc j'ai hâte de découvrir ça. Pareil. Bah moi tu vois, j'avais un peu un package. Il y a eu Tigre et Dragon qui est sorti en 2000. Ouais. Après il y a eu Le Secret des Poignards Volants, il me semble, entre les deux. Ouais. Et pour moi ça a été un peu ça en fait, tu vois, genre Le Secret des Poignards Volants, c'était pas, je dis pas une continuité, hein, bien sûr que c'était pas les mêmes films, mais de ce que j'avais vu dans les bandes annonces, c'était un art martial très aérien, très léger et tout, assez. Bah oui, mais moi tous ces films qui sont arrivés juste après Tigre et Dragon, justement, je pense que c'est dû à une, je veux pas dire une surexploitation, mais peut-être un effet de mode, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est peut-être il y a un terme pour le lier à Tigre et Dragon, mais ouais, et donc moi ces trois films là, c'est-à-dire que quand j'ai vu la bande-annonce des Secrets des Poignards Volants, j'avais un peu se dit genre j'avais bien aimé Tigre et Dragon, ça a l'air un peu dans le même genre, donc j'ai envie d'y aller. La Cité Interdite c'était pareil, et je crois que ça a été surtout un peu concours de circonstances qui fait que je l'ai pas vu, parce que je l'ai pas eu entre les mains en fait. Mais j'avais pas pu aller les voir au cinéma quand ils sont sortis. Même si pareil comme toi, j'avais déjà vu des bandes annonces à l'époque, et moi il me semble que La Cité Interdite c'est plus un film tourné autour de la conspiration et des jeux de pouvoir en fait. Ouais. Donc j'ai pas l'impression que ce soit un film d'arts martiaux, ou peut-être que je me trompe, hein, mais je ne pense pas. Okay. Surtout que Chow Yun-fat, Gong Li, je suis pas sûr, même si Chow Yun-fat était quand même en Tigre et Dragon. Je pense pas que ce soit ce genre de film là, mais bon, de toute façon on va les découvrir. On va le découvrir ça, parce que c'est vrai que pour le coup j'ai rien d'autre sur le film. Moi non plus, et j'ai bien envie d'y aller, parce que Zhang Yimou, franchement j'ai hâte d'en revoir d'autres.
Et nous voici de retour après le visionnage de La Cité Interdite, réalisé par Zhang Yimou, de type action-romance, sorti en 2006 et d'une durée de 1h54 approximativement. Et on retrouve au casting le grand Chow Yun-fat et la grande Gong Li, entre autres. Et si tu nous résumais un peu ce film, s'il te plaît? Alors, ça se passe en Chine, au 5e siècle, et au 10e siècle, pardon, et durant la dynastie Tang. L'empereur revient dans la Cité Interdite, après s'être absenté, et il se rend compte qu'il y a des complots dans le palais, et il va essayer de savoir qui fait quoi, et voilà. Et ça va être un peu Game of Thrones. C'est Game of Thrones en Chine. En Chine, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un très bon moment. Je le trouve déjà très très beau. Non, franchement, c'était un bon visionnage. Et toi? Ouais, c'est un film ok. Je dis ok parce qu'en fait, alors, en fait, j'ai un gros problème avec les raccords et le montage du film en général. Il y avait pas mal de scènes où je me suis un peu perdu. Il y avait des scènes où temporellement, en fait, j'arrivais pas à les situer. Ok. Il y avait des scènes, en fait, il y avait des espèces de... Enfin, je dis vraiment des espèces d'ellipses, parce que c'était pas vraiment des ellipses, en fait, c'était plus des enchaînements de scènes qui faisaient avancer l'histoire. Sauf que, quand tu passes d'un lieu en dehors de la cité, et la scène d'après, tu vois les mêmes personnages à l'intérieur de la cité, je me suis dit, ah merde, on a avancé de combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ils étaient vraiment aux portes de la cité et puis ils sont rentrés en 5 minutes à l'intérieur? J'avais pas vraiment ces informations-là. Après, il y a pas mal de problèmes de montage, je trouve. Ouais. J'avais l'impression que c'était pas mal de scènes qui étaient mis bout à bout, vraiment pour faire développer l'histoire. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est un excellent film. Un excellent film. C'est un très bon film. Ouais, moi je suis d'accord. C'est un très bon film. Visuellement, franchement, c'est beau. C'est coloré. Ouais. C'est flamboyant. C'est flamboyant, exactement. Il y a vraiment des scènes, des prises de vue du palais qui sont vraiment agréables à regarder avec toutes ces couleurs. Et justement, c'est pas des couleurs qui pètent aux yeux, c'est vraiment une harmonie de couleurs qui est agréable aux yeux en fait. Et puis avec tous ces, et puis les détails sur les costumes, les costumes en général, ouais, franchement, sont hyper réussis. Non, j'ai pas grand chose à dire, oui, à part les problèmes de raccord que j'ai énoncés, et peut-être la bataille de fin qui est un peu too much. Ouais, alors moi pour le coup je trouvais que la réalisation des batailles ou du moins des scènes d'action était pas forcément les mieux. Non, c'est clair. Je trouvais que généralement c'était soit cadré très près et donc on se perdait un peu dans qui faisait quoi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu te retrouvais avec juste une épaule et un cou et voilà, un bout de bras, c'était un petit peu dommage. Donc c'est clairement pas moi les scènes qui m'ont le plus marqué. Je les comprenais effectivement dans l'histoire qui là le principe de la bataille avait une place importante dans l'histoire, mais voilà, c'était pas forcément ce que je préférais au niveau visuel. Je te rejoins sur les raccords. Moi j'ai eu l'impression des fois que les scènes étaient coupées avant la fin. Ouais, c'est ça. C'est que t'as l'impression, par exemple, là, t'as un élément qui arrive et t'as l'impression comme si ça s'arrêtait au milieu d'une discussion en fait. Non, j'exagère, mais t'as l'impression que ce que raconte la scène c'est coupé avant d'arriver à la fin de ce que c'est censé dire. Ouais, et puis en fait tu passes tout de suite sur une autre scène. Ouais. J'ai l'impression qu'on reste plus dans la même temporalité en fait quand les scènes se suivent en fait. Sauf que pas du tout. Il s'est passé une ellipse de combien de temps on ne sait pas. Une ellipse de temps de durée qui n'est pas énoncée. Et là je me suis dit, ok, d'accord. Donc il y a pas de mise en contexte, il y a pas de comment dire. On l'introduit pas en fait la scène. La scène elle est déjà en fait elle est déjà en cours. C'est ça. Mais en plus, par exemple, donc il y a dans le déroulé de l'histoire des éléments marquants avec les horaires. Donc en fait, on a l'impression de commencer au début de la journée, des choses comme ça. Et comme on sait, par exemple, toute la première partie, on sait pas si c'est effectivement la même journée. Et où, par exemple, le personnage de la reine se change parce que elle est riche et elle a plein de fringues et voilà, fait ce qu'elle veut, quoi. Ou c'est des journées différentes, mais qu'à chaque fois, on va avoir le déroulé comme une journée classique. Pour qu'en fait, au final, dans la globalité, on se retrouverait avec une journée
le déroulé d'une journée classique. Oui. Mais ça, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir trancher entre les deux. On n'a pas assez d'informations, mais après, comment la scène évolue, justement, comme tu le dis, avec les annonces d'horaire, de lever, d'habillage, comment ça s'appelle, puis la prise du remède. La prise du remède, tout ça. Donc, t'arrives un peu à situer. Mais quand tu passes d'une scène à une scène, c'est un peu de but en blanc. Et en fait, t'as besoin d'un certain temps pour comprendre où tu es, ce qui se passe et ce qui s'est passé en amont. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Après, c'est vraiment pour, entre guillemets, pinailler, même si, franchement, des fois, ça aurait pu me sortir du film. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai pris le parti pris, un peu inconsciemment, je pense que ça a été plus après, tu vois, en discutant que je me suis rendu compte, mais que c'était une seule et même journée. Et donc, moi, je pense que ça ne l'est pas. Mais je pense aussi, mais à la réflexion, mais en fait, dans le film, ça m'a pas sorti parce que je sais pas, inconsciemment, j'ai un peu fait ça, quoi. Tu vois, je fais bon, bah, ok, il change de fringue, elle change de fringue. En plus, les autres, ils ont plus ou moins tous les mêmes habits. C'est vraiment que elle qui va changer de coiffure et de vêtements. Et donc, moi, j'étais un peu partie de là-dessus, quoi. Et après, au moment où il y a le complot qui se développe et où vraiment il y a effectivement le décompte avant la fête de Changdong. Ouais, c'est ça. Et ben ce décompte là, on comprend effectivement qu'il y a des jours qui se passent et aussi on ressort plus, on va plus en dehors de la cité. Donc là, ça amène un petit peu plus de flou parce qu'on sait pas au final si on est 3 jours avant, un jour avant. Avant la fête. Ouais. Bah en fait, on le sait quand le film avance. Mais sur le coup, en fait, quand tu les vois en fait faire une préparation en fait à la fête, tu sais pas vraiment que c'est une préparation. Moi, je pensais que c'était le jour de fête en fait. Oui, c'est ça. Moi, au début, c'est pareil. Je pensais et là, quand je vois qu'en fait, c'est plus une préparation, donc il parle un peu de la fête, tout ça, je me dis ah, ok, donc on va dire c'est une pré-fête quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça. C'est ce côté de faire bousser un peu l'ego et faire des fêtes qui durent à rallonge, quoi. C'est ça. Et après, bon, bah, jusqu'à arriver au moment où, bah, en fait, on apprend avec le complot que, bah, en fait, ils attendaient le jour de la fête pour faire péter tout le mystère et puis tous les secrets, quoi. Et là, je me suis dit, ah, d'accord, donc c'était pas la fête. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça, en fait, tu raccordes au fur et à mesure. Finalement, t'arrives à la fin du film, t'es pas décontenancé, tu comprends ce qui s'est passé, tout ça. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, tu sois obligé de rattacher les wagons en cours de scène, en fait. Alors que moi, ce que je veux, c'est juste que l'histoire se développe naturellement, ce qui sans doute a été voulu de la part de Zhang Yimou. Mais le problème, c'est que, bah, en fait, c'est début de scène où en fait, où t'as pas vraiment de contexte. Bah, en fait, ça a du mal à comment dire, juste à raccorder les wagons. Et je me demande s'il y a pas aussi une question de durée de film, en fait. D'avoir un peu trop coupé pour pas que ça dépasse 2 heures, par exemple. Je sais pas. Non, parce qu'après, tu peux couper comme, bien, en fait, moi, ouais, je sais pas, en fait. Je suis en train de réfléchir aussi en même temps, mais moi, c'est le manque de contexte, en fait, de chaque scène. Ouais, je comprends. Et je pense pas que ça a été coupé parce que ça enlèverait vraiment toute la narration du truc, quoi. Et là, ouais, j'ai vraiment eu un problème avec ça. À certains moments, c'était un peu trop, tu vois, je me suis dit, non, putain, mais tu peux faire ça. Ouais. Tu peux avoir ce truc-là sur 1 ou 2 scènes, mais quand c'est constamment, bon, j'exagère peut-être, tu vois, mais c'est pas, ça arrive souvent, quoi. Bah, le rythme était plus soutenu aussi dans ce film-là, dans la narration. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, il y a... Ça va à l'essentiel. Ouais, même s'il y a beaucoup de scènes qui sont assez posées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des scènes d'action et de bataille à chaque fois, mais c'est vrai que le rythme est plus saccadé dans la narration et donc forcément dans le montage que bah forcément pour comparer avec Coming Home qui est très lent en fait. Donc on a vraiment une façon de raconter qui est complètement différente. C'est vrai. Mais ouais, moi pour le coup, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est effectivement l'opulence en fait. C'est vraiment voilà, c'est hyper doré, on sent qu'il y en a partout, c'est très très coloré. Ah bah c'est jusqu'au boutiste. Ouais, hein, voilà, c'est ça, c'est vrai que je crois que t'as pas
Ah, même pas. Encore, il y a quelques passages qui se passent de nuit et tout, mais la plupart du temps, c'est de jour. Mais même quand c'est de nuit, quand c'est dans la cité impériale, t'as pas un truc gris, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Et c'est tous les jeux à l'intérieur de la cité, de transparence entre les pièces, entre les couloirs. Voilà, les jeux où on passe à travers des piliers. Donc vraiment le côté où tu vas avoir beaucoup de couleurs qui vont superposer. Donc ça peut paraître trop à des moments, mais je pense que c'est aussi voulu pour montrer ce côté voilà, de l'empereur qui a tout voilà. c'est vraiment mais de toute façon il y a beaucoup de choses qui sont marquées aussi pour montrer la toute puissance et déjà la musique. Tu sens vraiment que déjà la BO, moi je la trouve assez bien pour le coup. Il y a certaines pistes où c'est vraiment assez doux, où ça va juste accompagner en fait une image, et il y a beaucoup de scènes où en fait où ça va se centrer sur Chow Yun-fat qui est l'empereur, où tu vas avoir une musique qui est on va dire un niveau sonore au-dessus des autres, et c'est vraiment pour montrer, tu vois, le côté c'est l'empereur, c'est un peu guerrier, quoi. Ouais, carrément. Et moi je trouve que c'est une bonne idée, tu vois, pour le coup d'appuyer un peu sur un peu plus sur la musique que sur l'image dans ces scènes-là, et je trouve que ça apporte un petit côté un peu comme tu dis, guerrier ou mystique, tu vois, autour de Chow Yun-fat, qui lui-même, en fait, apporte une aura, quand même, avec, tu vois, ses tenues dorées, souvent, quand il parle, les yeux fermés, tu vois, ça apporte un petit côté, je sais pas, il y a, limite un espèce de dieu mythologique, tu vois, qui vient qui vient, comme ça, se poser dans le film. Et, il y a un petit aura, comme ça, que moi, j'aime beaucoup autour de Chow Yun-fat. Et à côté, t'as Gong Li, en fait, qui est tout aussi magnétique, mais différemment de Chow Yun-fat, justement. Et ce que j'aime beaucoup dans son rôle, c'est que dès le début du film, en fait, tu vois que elle est au courant de pas mal de choses. Elle a des doutes, tu vois, elle est au courant de pas mal de choses. Et en fait, son jeu d'actrice, il est incroyable, parce que toi aussi, en tant que spectateur, on est au courant de ce qui se passe depuis le début. Oui, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Désolé, je vais faire un mini aparté, je te redonne la parole, mais c'est justement à un moment, il y a une révélation qui se fait. Non, on va dire il y a une supposition qui se fait. Et là, je me dis, bon, j'espère que ça va pas être la révélation de la fin, parce que si je la capte au bout de 10 minutes, et encore. Et en fait, elle est débunkée tout de suite. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a pas ce côté de genre, allez, on te met des fausses pistes ou des trucs comme ça. On sait les secrets. Et là, la problématique, c'est quand est-ce qu'ils sont révélés, quoi. Je veux dire, à ceux qui savent pas. Et comment. Et tout l'intérêt, en fait, vient du jeu d'acteur. Parce que t'as Gong Li qui est au courant, et elle qui doit prendre, en fait, ses remèdes au quotidien. Bon, ça, on peut le dire plus ou moins, c'est pas vraiment le spoil du film. Mais en fait, elle se fait empoisonner dès le début du film. Par son mari, l'empereur. Et en fait, nous, on sait que c'est du poison. Elle, au début du film, on le dit pas ouvertement qu'elle est au courant. Mais avec son jeu, en fait, on sait qu'il y a un doute et elle le prend, alors qu'elle sait peut-être pertinemment que c'est du poison. Après, l'histoire avance et on va pas vous dévoiler tout le truc. Mais juste les jeux d'acteurs, c'est ouf, parce que quand t'as les scènes entre l'empereur et la reine, toi, tu sais pour les deux. Et eux, ils savent mutuellement. Et en fait, le jeu d'acteur, en fait, c'est un peu un mélange entre le malaise et... il y a un jeu de pouvoir, quoi. Ah, c'est ça, mais c'est ouf, de domination. Et en fait, chacun a quand même un doute de savoir si l'autre sait qu'ils savent. Et ça, tu le sais dans leur regard. Et donc, ils vont un petit peu se chercher, essayer d'aller gratter de l'info. Et en même temps, ils savent que ils peuvent pas se griller, parce que s'ils vont trop frontal, ils vont se faire démasquer tout de suite. Donc il y a vraiment ce jeu de on y va un petit peu à tâtons, mais on sait très bien que l'autre de à côté, il y a un truc qui non, pour le coup, j'aime beaucoup l'écriture et la direction de l'acteur. Zhang Yimou, en fait, je commence à me dire que peut-être ce serait sans doute un de mes réalisateurs chinois hongkongais préférés, tu vois. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui me touche particulièrement dans son imagerie et dans sa façon de réaliser, qui se rapprocherait à beaucoup de réalisateurs que j'aime beaucoup, notamment en Asie.
Donc là, j'attends de revoir pas mal de films parce que oui, comme on l'a parlé, il a fait Hero, il a fait Secret des Panneurs Volants, il en a fait plein d'autres que j'ai pas vus. Mais ouais, j'ai hâte de découvrir toute sa filmographie parce que je trouve qu'il y a quelque chose en fait qui me parle à moi aussi. Ouais, carrément. Et ouais, donc je sais pas si t'avais autre chose à rajouter. Moi, je voulais juste rajouter un truc, deux choses. Ouais. C'est que déjà le titre français, il est complètement mensonger. Oui, c'est clair. Parce que La Cité Interdite, c'est pas La Cité Interdite. J'ai fait quelques recherches et en fait, il faut savoir que La Cité Interdite, elle a été construite en 1400 et quelques. 1400 et des bananes, donc entre 1406 et 1420. J'ai noté. Et le film se passe en 900... Attends. 36 ou 38. Le film se passe en 928. Donc c'est pas la même dynastie, c'est pas la même temporalité. Et pourtant, le film, ils l'ont appelé La Cité Interdite. Ouais, mais alors le titre original, c'est la malédiction de la fleur dorée. C'est exactement. Et c'est un élément clé du film Oui. parce que c'est ce que va broder la reine ouais. tout le temps. Elle va broder des chrysanthèmes dorés. Donc on vous dit pas pourquoi, mais il y a une raison. Mais tout le long du film, en fait, on la voit broder cette fleur-là. Donc ouais, voilà, moi je trouve que la traduction du film, La Cité Interdite, bah c'est complètement mensonger, oui, puis ça va pas du tout avec le film, et puis à aucun moment il parle de Cité Interdite dans le film. Bah, d'après ce que j'ai compris, c'est que en fait la disposition qu'ils ont pris avec ce côté de cercle dans des carrés, des choses comme ça, c'est un élément de la Cité Interdite quand elle a été construite. Okay. Donc en fait, toute la partie aussi feng shui, le fait que personne puisse rentrer dedans, à part les servants, les servantes, les grands murs pour empêcher justement le peuple de rentrer, et cette estrade au milieu, en fait, qui permet à l'empereur de dominer en fait les autres personnes. Et donc il y a une histoire, en fait, l'empereur il doit toujours regarder vers le sud, si je me trompe pas. Je crois que c'est quand même. Et j'ai pas retenu vers le bas. Ouais. Pour que les autres personnes qui sont en dessous de lui regardent en haut et vers le nord. C'est ça. Donc en fait, je pense que la disposition du lieu est inspirée, ou du moins est la Cité Interdite, quoi. Ok. Le niveau d'exactitude, je pourrais absolument pas dire, mais donc en fait, Zhang Yimou leur a pris des libertés après sur la cité en elle-même et sur la temporalité. Je pense, mais après clairement, je suis pas calé sur la Cité Interdite, quoi. Mais je sais pas, moi non plus, mais pour le coup. Si vous attendez à avoir des explications sur la Cité Interdite en elle-même, vous n'en aurez pas. Ah oui, non. C'est pas le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est vraiment un jeu de pouvoir dans une famille royale. C'est tout ça. Simplement. C'est juste ça. Et ouais, non, mais sinon, après, mis à part ça, c'est un film, vraiment, il faut aller voir. Au niveau du scénario, moi, je trouve que c'est assez solide. L'imagerie, elle est très belle. Ouais. Comme on l'a dit, les musiques, ok. Voilà, oui, après... vraiment, les costumes. Ouais, les costumes ils sont ouf, quoi. C'est Et ouais, juste pour c'est pas vraiment un debunk, hein, mais c'est juste parce qu'on a parlé des scènes de combat, tout ça. Vous attendez pas à un Wuxiapian, c'est pas un film de sabre. C'est vraiment 2-3 scènes de bataille comme ça qui sont amenées, mais niveau de la chorégraphie, on repassera. Ouais. Et comme je l'ai dit, la bataille de fin, je la trouve vraiment too much. Elle est vraiment de trop. Surtout qu'il y a quelques effets spéciaux qui piquent un peu les yeux. Ouais. Moi, c'était un des plus gros bémols. En plus, on les voit un peu avant je sais pas comment ça s'appelle comme arme. Les lances? Non, c'est les espèces de faucilles qui sont au bout de cordes, là, que les ninjas, ils s'envoient, là. Bah, ça, c'est pareil, tu les voyais. Bon, c'était, après, c'est l'époque, quoi. 2007, je pense qu'à l'époque, quand c'est sorti, c'était bien. Sans doute. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, quasiment 20 ans après, ça a un peu beaucoup vieilli. Bah après, moi, si tu veux un mot de la fin, je dirais il faut que les riches ils se trouvent des hobbies, quoi. Je veux dire, à un moment, Ouais, mais je sais pas, faites du tricot, ça calme. Entraînez-vous pour un marathon, vous allez plus avoir d'énergie après pour. mais c'était peut-être pas l'époque de la Coupe du Monde. Peut-être pas. Il n'y avait pas encore la Coupe du Monde à regarder, donc. Ouais. Il n'y a pas d'occupation. C'est trop ça, quoi. Ils ont pas d'occupation et allez hop, on va. Oui, c'est ça. Bon, on se fait chier, on va essayer Allez, qui c'est qu'on peut buter aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Qui c'est qu'on va retourner le cerveau? Qui c'est qu'on va empoisonner? C'est ça. Non, ouais, bah, franchement, c'est un bon film, il faut aller le découvrir. C'est, ouais, je trouve que c'est mérité.
sur tous les prix qu'il a eu. Et encore, les prix, même j'ai l'impression que c'est un peu mensonger aussi, parce que moi j'ai vu qu'il a eu beaucoup de nominations, Ouais. mais je suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de prix, alors que sur la jaquette, ils mettent meilleur acteur, tout ça. Ouais. Mais je me demande si c'est pas des nominations pour tout ça. Ok. Je suis pas sûr que ce soit des prix gagnés. Je me trompe peut-être, j'ai pas fait de recherche, mais c'est pas grave. En tout cas, ouais, allez-y. Ouais, non, franchement, c'est un bon film et hormis, comme on a dit, les petits bémols sur les effets spéciaux, le reste du film a pas vieilli, quoi. Ouais, non, puis moi je trouve que Zhang Yimou, il a un sens du cadrage. Et surtout, quand il doit terminer sur une scène dramatique, j'aime bien quand il prend du recul avec sa caméra. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, il centre, mais j'ai l'impression que c'est au poil de cul près, son personnage au milieu de la pellicule, et autour, il met un décor ultra coloré, comme on vous l'a dit au début. Et limite, ça ferait de très beaux posters, en fait. Ah ouais, je pense. Franchement, tu peux tirer des images du film. Franchement, c'est... Ouais. T'as des images en haute définition, tu peux récupérer des trucs de fou, quoi. C'est clair. Donc voilà, c'était La Cité Interdite. Ouais. Et maintenant, bah, est-ce que t'as une scène préférée? Alors moi, c'est pas forcément une scène en particulier. Moi, j'aime beaucoup la scène de début, déjà d'intro, je la trouve très bien. C'est toutes les scènes de procession. J'aime beaucoup toutes les scènes où il y a tous les servants, les servantes qui vont se préparer, qui vont amener les choses, qui vont se déplacer en groupe comme ça fait ou qui vont travailler, ça fait presque travailler la chaîne, quoi. Ouais. Et il y a justement des plans où on arrive à voir beaucoup de monde qui font vraiment une chorégraphie très millimétrée, où ils font les uns derrière les autres les mêmes mouvements. Et puis voilà, même quand ils vont tous déposer les fleurs, il y a vraiment quelque chose de très rythmé, très millimétré dans la chorégraphie. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Je crois que c'était très bien fait. Et les plans où il y a beaucoup de monde, je trouve qu'ils sont généralement très bien faits aussi. C'est vrai. Moi, si j'ai une scène préférée, ça serait, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la scène où justement Chow Yun-fat réunit sa famille autour de la table carrée dans l'estrade ronde, et en fait où il explique tout le sens de la fête, et de tout le sens de cette table carrée et de cette scène ronde. Ouais, j'ai trouvé cette scène-là très pédagogique pour le coup, parce que t'apprends un peu la culture en elle-même, même avec une part de poésie. Et je trouve que la scène, elle est super bien filmée, où tu vas voir vraiment des plans sur les visages, soit des enfants, soit de la reine, où déjà tu sens il y a déjà quelque chose qui se trame, tu vois. Ouais. Alors que tu vas voir après une vue sur Chow Yun-fat où tu vois lui, il parle vraiment avec passion de cet élément-là. Et après tu vas voir la caméra se balader avec une vue à la grue au-dessus, avec toutes ces couleurs qui flashent sur la gueule, et puis il y a une répétition de scène à la fin, qui clôture le film, que je trouve vraiment magnifique pour le coup, avec les couleurs qui se dégradent, voilà, un contraste de couleurs qui devient différent. Et ouais, juste pour en fait la répétition de ces deux scènes là, qui ont une vraie symbolique dans le film, c'est pour tout ça en fait que j'aime énormément cette scène là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et moi je trouve que là, Chow Yun-fat, son personnage, il prend vraiment une dimension un peu psychopathe, quoi. Ouais, complètement. Là, parce que t'as suffisamment d'informations pour avoir tout le... Et là, tu fais, ah ouais, ok, d'accord. C'est un peu comme dans Gone Girl. Ouais. Tu vois la répétition de la scène du début, la scène de fin. Merde, comment s'appelle l'actrice? J'ai un trou. Enfin bref, c'est pas grave. Rosamund Pike, non? Oui, c'est ça, Rosamund Pike. Ouais, c'est elle. Où tu vois la répétition de scène au début, elle dit un truc à Ben Affleck, et quand le film se passe, et quand tu vois la répétition de cette scène-là, en fait, la tournure de la phrase prend une autre ampleur. Ah ouais, ça a plus du tout le même sens, quoi. Voilà, donc sans spoiler aussi Gone Girl, parce qu'on n'est pas là non plus pour ça. Mais en fait, je trouve que cette répétition-là veut dire beaucoup de choses aussi, et comme tu dis, sur le côté un peu psychopathe et on va dire toxique de Chow Yun-fat. Donc juste pour tout ça, voilà, c'est une scène qui est clé pour moi dans le film. Ouais, je comprends. Très bien. Bon, petite pause. Interlude musical. Ouais. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, attends, 2 secondes que je remette. Tu veux faire un jingle? Vas-y, fais un jingle, je t'en prie, chante, fais-nous un petit air. Non, parce que si je le fais, je serai obligé de le couper. Et ça va me faire de la job, donc non, je veux pas chanter. Alors, attends. Donc moi, je vais... alors sinon, c'est pas une recommandation. Mon interlude musical du jour, c'est Mad World
du film Donnie Darko, qui a été repris donc par Michael Andrews et Gary Jules. Donc c'est leur version qui était au départ une chanson de Tears of Fears que je ne connais pas. J'ai pas écouté, ou du moins je n'ai pas fait gaffe à cette version-là. Mais cette musique, elle me bouleverse à chaque fois. Elle est belle, quoi. ouais, elle est magnifique. Je pense, en fait, c'est une musique qui est mélancolique, qui fait flipper, qui est déprimante, qui bizarrement aussi donne de l'espoir. Ouais, mais de toute façon, juste dans le titre, tout est dit. Hein. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, c'est vraiment le chanteur a une voix, mais qui voilà, ça hérisse le poil, quoi. Et non, franchement, j'adore cette musique. Et je pense que elle est hyper connue, donc je fais pas forcément une interview musicale. C'est pas grave, c'est juste pour passer un peu de musique. Mais voilà, non, franchement, c'est une musique que j'adore. Worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Alors, recommandation. Je Ouais. commence. Je t'en prie, commence. Alors moi je vais tricher un peu, je vais en recommander plusieurs, mais je vais plutôt recommander vous inviter à lire des choses de manière générale. On a eu une semaine un peu particulière avec une actualité politique près de chez nous assez déprimante, assez alarmante. Et donc, je vais dire clairement ce qui s'est passé. Le super salut nazi que nous a fait notre charmant Elon Musk, donc on a tous envie de gerber. Et donc là, j'ai envie de vous inviter à lire des livres de personnes qui ont vécu les camps de concentration ou l'Allemagne nazie, c'est-à-dire le journal d'Anne Frank, Si c'est un homme de Primo Levi, le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Il y en a plein, malheureusement. Mais voilà, franchement, moi je vous invite à lire ça. Le journal d'Anne Frank, c'est l'histoire d'une gamine qui est
cachée parce qu'elle est juive avant de se faire déporter. Si c'est un homme, c'est Primo Levi qui raconte sa déportation à Auschwitz, sa tentative d'évasion, comment il est libéré après. Primo Levi s'est suicidé après la sortie, quelques années après sa libération. Stefan Zweig, donc le joueur d'échecs, c'est comment il a réussi en volant un petit livre de jeu d'échecs à survivre à la torture nazie. Voilà, c'est des œuvres qui sont extrêmement importantes. Ça peut être aussi des films, ça peut être des documents historiques, des expositions. Mais voilà, sensibilisez-vous et faut pas oublier cette histoire-là, quoi. Cette partie de l'histoire. Voilà. Je plombe un peu l'ambiance, mais... Du coup, t'en avais plusieurs? C'est tout ça, en fait? Ouais, ceux que j'ai cités, c'est des que j'ai lus et beaucoup aimés. Il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est clairement pas les seuls. C'est des très connus, donc ils sont très facilement accessibles. Ils ont été aussi adaptés dans différents... médias, donc il n'y a pas forcément que le roman. Jonathan Frank a été fait en bande dessinée et en film, je crois. Le Primo Levi aussi a été adapté, je crois, en bande dessinée. Donc voilà, il y a possibilité de regarder le joueur d'échecs aussi. Il y a possibilité de regarder ces œuvres-là sur différents médias, quoi. Voilà. Okay. À toi. T'aurais dû me laisser commencer parce que là, du coup, ma recommandation, c'est de la merde, quoi. Désolé, à côté. Écoute, je vais rien recommander, on va finir dessus. Ok, très bien. Je la garderai pour la semaine prochaine parce que là, ça... Ouais, pas de souci. Ça a aucun intérêt de basculer après ce que t'as dit parce que c'est beaucoup plus important que ma recommandation de manga. Donc, moi, je propose qu'on aille piocher le film de la semaine prochaine. Ouais, très bien, allons-y. Let's go. 3, 2, 1. Nobody Knows. Nobody Knows, c'est un Koreeda. Ah, trop bien. Donc, ouais, c'est parfait, parce que pour le coup, on n'en a pas encore fait de Koreeda. Ouais, c'est vrai, j'avais pas... depuis le temps que j'attendais. Et en plus, il y en a pas mal, et c'est un que j'ai jamais vu. Ouais, moi non plus, je connais pas celui-là. Donc, c'est parfait, parce que celui-là, apparemment, c'est l'un de ses meilleurs. Ah ouais, cool. Ouais, d'après ce que je lis à gauche et à droite, okay. C'est un film qui revient souvent. Ok, d'accord. Et qui dit que, voilà, c'est un peu l'élément central de la filmographie de Koreeda. Donc ouais, je l'ai pas vu, donc j'ai hâte de le découvrir. Et ça sera pour le prochain épisode. Ah non, franchement, très contente de lancer Koreeda dans le podcast. Carrément, ouais. Et puis, parce que... Même si j'avais fait Monster, enfin Innocence, mais c'est bon, vrai, c'était un petit... c'est un épisode un peu à part. Un peu bonus. Ouais, donc c'était pas vraiment un épisode qu'on a fait en commun. Et du Koreeda, de toute façon, moi, ça fait un moment aussi que je voulais t'en mettre plein aussi, parce que il y en a plein qui sont indispensables à regarder quand même. C'est clair, j'en ai vu quelques-uns, mais clairement, j'ai pas tout fait, et d'après ce que j'ai compris, c'est pas le genre de réalisateur qui fait des bouses, quoi. Ah, pas du tout. Qui se trompe à des moments de sa carrière, qui a des ventres mous, tu vois. Oh non. Donc, je pense que plus on en regarde, et mieux c'est. Donc, ouais, j'ai hâte de le découvrir, celui-là. Très bien. Je sais pas du tout de quoi ça parle, donc ce sera découverte la semaine prochaine. Ça sera la surprise. Carrément. Mais moi, je sais vaguement de quoi ça parle, mais je vais garder le vague. Je vais pas aller lire de synopsis, rien. Je vais aller voir, parce que moi, Koreeda, j'ai confiance, donc. Pareil. Il m'a toujours touché, il m'a toujours impressionné dans ce qu'il fait, donc. C'est clair. J'ai pas besoin de voir ce qu'il est. Ah oui, il a rien à nous prouver, dans le sens où genre on serait encore indécis sur la qualité de son œuvre. Non, puis souvent, tu sais, des films comme L'Innocence, je trouve que justement regarder la bande-annonce, en fait, ça enlève un peu de mystère, ça enlève un peu de suspense, tu vois. Alors que le film, justement, il prend une tournure vraiment à la fois dramatique et vraiment une tournure qui était imprévue et qui mérite en fait d'être découvert sur le tas, tu vois. Et pas de se dire, tu vois, j'ai vu la bande-annonce après avoir vu le film. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je fais waouh. Ils en disent trop. Je trouve qu'ils en disent beaucoup trop. Moi, pour les films de Koreeda que j'ai vus, je trouve qu'il y a souvent aussi beaucoup de détails, de révélations qui arrivent et qui va amener, comme tu dis, une dimension plus dramatique, mais plus puissante aussi à la révélation quand t'as pas de piste. Ouais, c'est ça. Et quand tu vois plein d'images dans la bande-annonce, même si c'est un peu des images de n'importe quand dans le film et monté un peu pas à l'arrache, mais à l'envers, on va se retrouver à avoir quand même des suspicions. Et donc, quand on a la révélation, on fait, oui, j'avais finalement plus ou moins vu venir voir le truc, quoi. Ouais. Donc, je vais rien lire.
Je Non, vais non, rien franchement, regarder. Je vais arriver à l'avant-séance en Vaut mode. mieux pas parce que moi je on va sens voir. qu'il y aura une tournure aussi assez forte dans ce film-là. Je sais pas pourquoi je le sens. Mm. Donc non, j'ai envie de me préserver de ça et puis d'y aller vraiment vierge de tout quoi. Très bien. Bah moi franchement j'ai bien hâte. Ok, bon bah donne rendez-vous la semaine prochaine pour Nobody Knows de Koreeda. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao.